Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce 5e tuto consacré à la deuxième partie de l'exposition dendrothérapie. Comme convenu, nous allons nous intéresser maintenant aux autres outils, aux outils de concours qui vont venir renforcer votre force de frappe pour maîtriser un peu plus, un peu mieux votre exposition. Des outils simples, puissants, qui vont nettement améliorer le contrôle de l'exposition, mais aussi le contrôle de la couleur et du contraste dans vos images. De nombreux outils sont à notre disposition, nous allons les voir le plus possible, mais nous allons commencer par des éléments essentiels, vous allez le voir, j'ai nommé les courbes. A tout de suite. Lorsque vous ouvrez un fichier RAW dendrothérapie, vous constatez souvent qu'il y a un décalage et un décalage notoire entre ce que vous affiche la fenêtre de votre éditeur et le film strip. Si on observe absolument un petit peu le film strip au-dessus, on voit que l'image sélectionnée est beaucoup plus terne que celles qui sont à côté. Pourtant, ces images sont exactement de même nature et ont été prises dans les mêmes conditions, avec le même boîtier et le même objectif. Pourquoi un tel décalage existe? Eh bien tout simplement parce que cet affichage relève de la miniature JPEG qui est fournie directement par votre boîtier, selon le rendu constructeur. Mais ce rendu n'est pas transmis au fichier brut, il n'est pas transmis au fichier RAW. Normalement, une courbe de base devrait être intégrée à votre logiciel de manière à reconnaître automatiquement le rendu JPEG de votre boîtier. Cela dit, Rothérapie est un logiciel libre et le format est propriétaire, le format d'image est propriétaire, donc ceux-ci, vous vous doutez bien qu'ils ne transmettront pas à des développeurs libres ce format de fichier de manière à pouvoir le garder bien pour eux. Nous allons donc devoir reconstituer dans un premier temps l'aspect JPEG. Si vous êtes sur Darktable, il existe ce que l'on appelle une courbe de base. Cette courbe de base qui a été calculée et programmée par les développeurs de Darktable a été faite pour que, instantanément, dès lors que vous chargez une photo dans l'éditeur, celle-ci se charge d'une courbe de base qui ressemble, ou en tout cas qui s'approche, au rendu JPEG du constructeur de votre boîtier. Ce n'est pas le cas dans Rothérapie, mais sachez que ce n'est pas grave, nous allons pouvoir très vite nous arranger de ce petit souci. Cependant, voilà pourquoi vous avez ce tel décalage entre votre image et le JPEG. Histoire d'enfoncer le clou, vous voyez que cette vignette ici est claquante, brillante, je vais donc double-cliquer dessus pour l'ouvrir dans mon éditeur et regarder ce qu'il se produit. Hop, la photographie se retrouve ici et se retrouve dans le même état que l'autre, c'est-à-dire qu'elle est chargée au format brut et donc ne bénéficie pas des améliorations du profil que normalement mon boîtier aurait dû transmettre à mon logiciel. Ceci étant dit, nous allons replier notre film strip et rentrer dans le vif du sujet. Lorsque nous avons utilisé le module exposition, nous avons utilisé des tas de petits curseurs, nous avons aussi utilisé les niveaux automatiques de manière à rehausser globalement nos images. Mais en bas du module, il y avait à notre disposition des outils que je ne vous ai pas montrés. Si je ne vous les ai pas montrés, c'est tout simplement parce qu'ils méritent à eux seuls quasiment un tuto à part entière, de manière à ce que vous isoliez l'apprentissage de ces outils-là et de ceux-là, afin de les distinguer et de mieux les appréhender. Cependant, ces outils fonctionnent de concert avec ceux-là. Sachez que lorsque vous allez devoir rehausser ou maîtriser l'exposition sur vos images, vous vous servirez bien entendu de tous ces outils si vous le souhaitez. Ils sont faits pour travailler ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de développer ce qu'est une courbe ainsi que leur fonctionnement dans Rothérapie, je voudrais juste vous faire observer quelque chose. Nous avons ici un bouton qui s'appelle Calcul courbe tonale suivant aperçu. Si je clique dessus, vous voyez que mon petit menu déroulant est passé à similaire film et mon image a été littéralement rehaussée. Nous sommes, comme vous pouvez le constater, beaucoup plus proches ou quasiment identiques à ce que donnait l'aperçu JPEG dans mon film strip. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette courbe, similaire film, a été calculée sur la base de ce qu'Adobe DNG faisait pour rehausser ses RAW. Donc vous voyez que la courbe qui à l'origine était droite a été rehaussée selon des points placés stratégiquement de manière à ce que la distance qu'il écarte de son point d'origine et la position du point donnent une courbe de base proche de l'aperçu JPEG du boîtier. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons absolument plus le même rendu que le rendu que nous avions il y a quelques instants.
On se rend bien compte au travers de cet exemple de la puissance, de la force et surtout de l'utilité des courbes. Rothérapie dans ce domaine ne vous laisse pas de reste puisqu'il vous offre des tas de courbes, des types de courbes, mais aussi des types de courbes consacrés avec des modes. Allez, on voit ça tout de suite. Vous retrouverez les courbes un petit peu partout dans Rothérapie, mais vous les retrouverez un petit peu partout dans tous les logiciels. Sachez que la courbe est un des outils les plus anciens de retouche, on le retrouve absolument partout. Dans GIMP, dans Photoshop, dans Lightroom, dans Darktable, dans Digicam, dans RAW et j'en passe, dans DxO, les courbes sont absolument partout. Si vous savez faire marcher une courbe dans Rothérapie, vous saurez la faire marcher partout. C'est un outil universel de retouche qui est très souple, très puissant et surtout très utile. Vous retrouverez donc les courbes dans Rothérapie à pas mal d'endroits, mais dans le module exposition, celles-ci sont peut-être enrichies de différentes fonctionnalités et en plus, il vous en propose non pas une, mais deux. La courbe tonale 1 va afficher, vous allez construire dedans une courbe à votre convenance, et dans la courbe tonale 2, qui reprend les mêmes types de paramètres et les mêmes modes, vous pourrez soit contrarier la première, soit la doper. Vous pourrez donc ainsi, en agissant de concert, fonctionner de la même manière que si vous faisiez des réglages opposés dans une seule et même courbe, ce qui est très pratique. Je vais donc vous montrer que le premier menu, le menu de type de courbe, vous propose 5 options, linéaire, personnalisé, flexible, paramétrique ou cache de contrôle. Et le module de mode, c'est-à-dire la manière dont le rendu va se comporter, 6 options, standard, standard pondéré, similaire film, mixage, saturation et valeur, luminance, perpétuelle. 2 courbes avec un type et un mode, cela peut vous apparaître compliqué, mais rassurez-vous, dans quelques instants, vous y verrez beaucoup plus clair, et après quelques petites manipulations et à force d'habitude, vous verrez ça viendra très très vite, vous ne pourrez plus vous en passer. Ce sont des outils essentiels de retouche, je vous invite largement à vous concentrer dessus, à vous entraîner, et surtout d'aller lire la doc de chaque courbe sur Ropédia, afin de revenir sur les notions, de manière à bien les imprégner et bien les utiliser. Nous allons donc décortiquer dans un premier temps le type de courbe. A tout de suite. Les deux menus qui sont proposés ici sont un petit peu différents. Le premier menu va vous permettre de régler la manière dont dont la courbe va se comporter, donc vous allez la trifouiller, la triturer, la bouger. Et le deuxième menu va vous donner plutôt une notion de rendu, de ce qu'elle va donner en termes visuels. Donc il ne faut pas les confondre. Le premier menu est distinct du deuxième. Lorsque je clique dessus, je suis en mode linéaire. Le premier mode donc donne une courbe linéaire qui a 2 fonctions. La première, c'est de ne rien faire, puisqu'elle est linéaire, elle n'aura absolument aucune action dans votre image, donc c'est le mode feignant de votre courbe tonale. Et la deuxième option, la deuxième contribution de cette courbe, c'est qu'elle va remettre à zéro les petites courbes qui auront été faites avant, ce qui fait une sorte d'elle, en tout cas une sorte de petit recette, à ne pas confondre avec le réinitialisé que nous retrouvons partout. La deuxième option que nous retrouvons, c'est l'option de courbe la plus répandue dans tous les logiciels, j'ai nommé la personnalisée. Si je clique dessus, j'ai donc une courbe absolument classique, un point noir, un point blanc. Vous voyez que nous avons des tons sombres au ton clair. Si je déplace mon point noir, je vais éclaircir. Si je le déplace dans l'autre sens, je vais assombrir. Ce qui est vrai pour les noirs est vrai pour les blancs. J'éclaircis, j'assombris. Je vous le disais la dernière fois, tout ce qui se situe entre le point blanc et le point noir, c'est une déclinaison de gris. Donc tout ce qui se situe à l'intérieur de la courbe est, ni plus ni moins, un niveau de gris. Je vous avais expliqué la dernière fois que le contraste consistait à créer de la distance, à écarter les zones les plus claires des zones les plus sombres afin de les distinguer, afin qu'elles se voient beaucoup. Que la deuxième propriété du contraste, c'était de réchauffer les couleurs, donc d'augmenter la saturation. Regardez mon histogramme, petite piqûre de rappel. Si je pince mon curseur de contraste, je vais simultanément écarter vers la droite et vers la gauche mon point blanc et mon point noir afin qu'ils s'opposent. Donc ils vont s'opposer, ils vont se contraster, nous le voyons sur cette image, mais la deuxième manipulation, et elle est flagrante sur cette image, nous avons réchauffé la photo d'une façon telle que la saturation est passée criarde. Donc nous avons vraiment forcé la saturation. Je vais me remettre à zéro, et afin de vous montrer comment fonctionne une courbe, nous allons reprendre le même raisonnement. Ici, mes tons clairs, ici, mes tons sombres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté mes tons clairs et augmenté mes tons sombres simultanément. Je vais donc poser un point à l'aide de mon clic gauche, élever
vers le clair, mes tons clairs, et descendre vers les sombres, mes tons sombres, et vous voyez que j'obtiens le même résultat. J'obtiens un contraste fort, donc une opposition importante entre mes tons les plus clairs et mes tons les plus sombres, et un réchauffement général de l'image avec une augmentation de la saturation. Voilà en gros comment fonctionne une courbe. Sur cette courbe, vous allez pouvoir poser des points dans des endroits stratégiques, les déplacer dans la direction qui vous intéresse afin d'obtenir le rendu que vous souhaitez. Nous l'avons vu tout à l'heure dans le rendu similaire film. Les développeurs du logiciel ont donc trifouillé cette petite courbe en déplaçant les points qu'elles avaient créés de manière à obtenir le rendu, un rendu proche de ce qu'Adobe proposait dans ses DNG. À notre disposition, deux petits pictogrammes. Le premier sert à changer les valeurs d'entrée et de sortie. À gauche, nous en avons un autre qui est très important. Celui-ci, lorsque je clique dessus, bouge mon curseur, le change graphiquement. J'ai donc ma petite croix, mais je viens l'enrichir d'un petit carré autour qui vous indique que vous êtes en mode échantillon. Vous voyez que dès que je déplace mon pointeur de souris, simultanément dans ma courbe tonale, je vois apparaître la position de mes rouges, de mes verts et de mes bleus, mais aussi de ma luminance. Si à l'aide d'un contre-clic, je viens poser par exemple un point sur le visage, clic, il se retrouve exactement dans sa position de l'échelle tonale, et si je pince mon point et que j'élève, je vais élever plus spécifiquement ma courbe à partir du point que j'aurai identifié. Si par exemple, je réduis mon point, que j'en rajoute un là et un là, donc un petit peu avant, un petit peu après le visage, et que je pousse mon point, je vais pouvoir encadrer plus spécifiquement et juste venir intervenir sur le visage. Vous voyez que c'est très très précis. L'autre subtilité de ce petit picto, tant que vous avez ce petit carré à votre disposition, si vous vous mettez en contrôle-clic sur une zone et en maintenant le bouton gauche de votre souris pincé, que vous glissez vers le haut ou vers le bas de votre image, vous allez pouvoir éclaircir ou assombrir le ton sur l'endroit où vous vous trouvez. Contrôle, je clique, je reste pincé, j'élève mon pointeur de souris et regardez ma courbe à droite, vous voyez que, hop, comme ça, je peux rehausser ma couleur. Vous voyez que en glissant sur mon image, j'ai élevé mon point. Si je veux travailler sur le visage, je pince, je clique gauche, je maintiens et je glisse, et j'élève, hop, la luminosité sur mon visage. C'est une des autres fonctionnalités de ce petit picto. À notre disposition, nous avons des pictos de copier-coller, enregistrer et charger. Tous ces pictogrammes, toutes ces fonctionnalités, nous les verrons lorsque nous étudierons les presets. Dans notre cours, nous sommes passés, pardonnez-moi, je suis sur le mauvais menu, vous voyez qu'on peut faire des bêtises, de linéaire à personnaliser. Je vais passer maintenant au mode flexible. Je vais remettre à 0. Hop. Le mode flexible est un mode qui est très proche du mode personnalisé, à la seule différence, je fais que des bêtises, je vais réussir, voilà. À la seule différence, c'est que lorsque vous avez plusieurs points sur une courbe, le fait de bouger un point va moins influencer sur les autres qui, jusqu'à présent, servaient de point de pivot. Regardez, hop, je vais prendre une courbe personnalisée, poser 2 points, et bouger le premier, regardez. Hop, le deuxième agit comme un point de pivot, et en déplaçant ne serait-ce que d'une case en diagonale, vous voyez que j'ai modifié lourdement ma courbe. Si maintenant je refais la même chose en mode flexible, je pose un point ici, hop, j'en pointe un là, et si je pousse, vous voyez que, en me déplaçant d'une case, je n'ai quasiment pas affecté le restant de la courbe. Ce qui m'a permis, comme vous pouvez le constater, de travailler plus spécifiquement sur une zone de l'image, sans affecter, ou en tout cas sans trop affecter, le reste de l'image. Comme son nom l'indique, c'est une courbe plus flexible, plus progressive, qui aura un impact moins important sur la totalité de l'échelle tonale de votre image. Lorsque je clique sur paramétrique, là nous changeons un petit peu de mode, mais un mode très intéressant et très souple, surtout pour celles et ceux habitués à travailler sur des curseurs. Si je clique, vous voyez que je ne peux plus rien faire sur ma courbe, et que juste en dessous de celle-ci, 4 curseurs se sont affichés. 4 curseurs et 4 zones correspondantes à ces curseurs. Du point noir au premier carré, je suis dans les zones bouchées, enfin dans les ombres bouchées. Ici, je suis dans les zones sombres. Ici, je suis dans les zones claires. Et ici, je suis dans les hautes lumières. Si je bouge mon curseur de zone claire, c'est-à-dire ici, regardez ce qu'il se produit. Je n'agis que plus spécifiquement dans cette zone-là. Je peux baisser juste mes zones sombres, je peux réduire mes zones bouchées. Vous voyez que grâce à ces curseurs, je vais agir de façon plus chirurgicale sur des zones un peu plus identifiées grâce aux intitulés des curseurs.
Mais attention, si ces zones sont réparties ainsi, elles peuvent ne pas le rester. Vous pouvez très bien décider que vos ombres bouchées se traiteront là, que par exemple vos zones sombres seront ici, que vos zones très claires seront là. Enfin, vous pouvez bouger vos butées, et ensuite, si par exemple je prends l'exemple des hautes lumières, je ne bougerai que sur la partie très haute de mes courbes. Vous voyez? C'est un mode très sympa, très original et surtout très progressif, un mode plus proche du curseur. Enfin, sachez qu'il existe un 5e type de courbe, les courbes cache de contrôle, que personnellement j'utilise beaucoup. En mode standard, lorsque vous pincez un point et que vous tirez, celui-ci, la force de votre action est transmise immédiatement. Et bien là, nous démultiplions la force du réglage transmis grâce à une sorte de petit élastique qui va se mettre en interface entre le pointeur de votre souris et la courbe, de manière à la faire travailler plus tendrement. Regardez, je reprends mon histoire de point dans le milieu, et si je tire, je vois arriver une petite ligne de pointillés qui identifie, vous voyez, ce petit tendeur que j'ai rajouté, de manière à ce que ma courbe soit beaucoup plus flexible, ce qui me permet d'être plus progressif, d'agir plus doucement, avec plus de contrôle. Ces modes sont très originaux, très sympas, à vous de trouver le vôtre, celui que vous privilégierez plus spécifiquement, ou celui qui sera adapté à la retouche que vous souhaiterez faire. Allez, on se retrouve tout de suite pour les modes de courbe. Je ne vais pas vous rejouer ici le tuto numéro 11 de Michael T, qui sur ce sujet des courbes était vraiment très bien fait, et une description très intéressante du mode de comportement des courbes, c'est-à-dire ce menu-là. Dans un premier temps, je voudrais vous apporter une autre lecture, une lecture peut-être plus intuitive de ce mode de courbe, afin que vous puissiez vous les approprier le plus rapidement possible. Je ne vais pas vous rejouer ici le tuto précédent concernant le contraste, mais nouvelle piqûre de rappel, le contraste consiste à écarter les tons clairs des tons sombres pour les distinguer, et lorsque l'on pousse le contraste, on a tendance à réchauffer les couleurs et à pousser la saturation. Ceci est d'autant plus vrai que vous vous situez dans une logique RVB plutôt que dans une logique lab. Je vous rappelle que dans le lab, la courbe de luminance est distincte des courbes de couleur. Nous retiendrons donc que dans standard et standard pondéré, nous nous rapprocherons du mode RVB. Nous prendrons comme point de pivot similaire film que je n'utilise personnellement que pour équilibrer un RAW pour me rapprocher du JPEG, comme je l'ai montré en début de tuto. Puis enfin, dans mixage, saturation et valeur et luminance, nous allons nous rapprocher d'un comportement plus lab, donc plus luminance, avec des couleurs moins altérées, tandis qu'à la fin, nous retrouverons en queue de menu le mode perceptuel qui, comme son nom l'indique, et comme je vous le montrais la dernière fois dans le lab, a tendance à rassurer l'œil. En effet, l'œil humain s'attend toujours, lorsque l'on pousse le contraste, à voir les couleurs se réchauffer, ainsi que la saturation. Eh bien, dans ces différents modes, vous allez pouvoir vous rapprocher soit de l'œil humain, soit d'un comportement plus hardware de vos courbes. Je vais donc, dans un premier temps, générer du contraste, car c'est lorsque l'on fait du contraste que l'on se rend compte le plus des effets. Je suis en mode standard, je suis donc dans un mode proche du RVB. Je suis dans le premier item du menu. J'ai donc distingué les tons clairs des tons sombres et j'ai réchauffé, saturé mes couleurs. Si je clique sur le deuxième item de mon module, le module standard, l'item standard pondéré, je vais faire la même chose que le standard, sauf que je vais moins impacter les couleurs, je vais nuancer l'impact sur les couleurs du mode standard, donc du mode proche de l'esprit RVB. Regardez, je clique et vous voyez, c'est très fin. Je garde un contraste identique, mais j'ai restreint l'impact sur les couleurs de mon réglage. Je vais passer le similaire film et aller directement à mixage, saturation et valeur. Vous voyez que là, je rentre directement dans le comportement lab. J'ai augmenté mon contraste, j'ai joué sur mon contraste grâce à la luminance, mais je n'ai quasiment pas altéré les couleurs. J'ai même plutôt tempéré ce comportement visuellement. Dans mi luminance, c'est à peu près le même type de comportement. Et dans perceptuel, je vais légèrement, vous voyez, réchauffer les couleurs et rendre à mon comportement de luminance, quelque chose de plus admissible à l'œil, quelque chose de plus logique pour la perception qu'a l'œil humain du rapport entre le contraste et la saturation.
En ce qui concerne les détails des modes, je vous invite à lire attentivement la déclinaison de chaque mode dans LED afin d'essayer de mieux comprendre comment tout cela est calculé. Mais ce que je vous invite vraiment à faire dans un premier temps, c'est d'oublier la théorie et de regarder comment se comportent vos courbes à l'œil et de bien regarder la différence entre le contraste et la saturation et voir de quelle manière tout cela s'articule, se comporte en gardant bien en tête que la partie haute est proche du RVB et la partie basse du lab et que Similar Film vous servira de, de point de repère, de pivot à équilibrer vos images en instance dès que vous les rentrez et que le mode perceptuel est un des modes les plus, les plus raisonnables de tous ceux proposés. Si en revanche vous voulez vous amuser à avoir un comportement plus violent, plus proche du RVB, tapez plutôt dans le haut de ce menu. Ce sont des explications peut-être assez succinctes, mais je préfère que vous les appréhendiez de cette manière et que vous forgiez votre apprentissage visuellement. N'oubliez pas de vous nourrir des explications de LED, celles-ci viendront en concours à vos propres observations. Mais dans un premier temps, oubliez LED, faites quelques petits traficotages et regardez comment tout cela se comporte en faisant bouger les items, tac, directement dans votre menu. Faites différentes observations et essayez de vous caler sur ce que vous voyez et non sur ce que LED vous explique. Une fois ceci fait, lorsque vous aurez des repères visuels, à ce moment-là, revenez vers Ropédia, lisez en détail les explications et appliquez-le sur vos images afin de nourrir vos observations de plus de théorie, de plus de techniques. Nous avons une courbe tonale 1, une courbe tonale 2. Nous allons faire joujou avec ces deux-là dans un instant. A tout de suite. Les développeurs vous ont donc donné deux courbes tonales. Je vous le disais tout à l'heure, on peut se servir de la deuxième courbe tonale pour doper ou réduire les effets de la première. On peut aussi se servir de la première pour s'occuper des tons plutôt clairs, tandis qu'avec la deuxième, on s'occupera plutôt des tons sombres, et donc, dans l'esprit d'une courbe en S, faire le S en deux parties. Mais on peut aussi se servir de la deuxième courbe tonale pour contrarier les modes entre eux. Nous allons prendre un exemple probant, vous allez voir, ce sera plus parlant. Si je me mets en mode standard, donc en mode proche RVB, je vais faire une petite courbe en S, voilà, ici, tac, allez, par là. Vous voyez que j'ai contrasté mon image, que j'ai augmenté la saturation, que j'ai réchauffé mon image. Je vous l'expliquais aussi la dernière fois, non seulement le contraste a tendance en mode RVB à réchauffer et doper la saturation, mais en plus il a la fâcheuse tendance à décaler les couleurs. Ainsi, un rouge pourrait très bien se retrouver un petit peu trop orangé selon vos réglages, un vert un petit peu trop jaune, etc., etc. Ce décalage des couleurs peut parfois poser des problèmes. Les modes, en fonction de ceux que vous allez utiliser, vont avoir aussi cette fonction-là, c'est-à-dire de non seulement contrarier une saturation trop importante, quelque chose de peu naturel à l'œil, mais aussi de gérer ou de maîtriser un décalage de couleurs. C'est la raison pour laquelle je vous invite, encore une fois, à faire vos propres observations avant de regarder ce qui est écrit dans LED. Petite observation, je suis sur la courbe tonale en mode standard, j'ai fait une courbe en S, j'ai réchauffé et contrasté mon image, je vais garder sur la deuxième courbe un mode personnalisé standard, donc de même nature que la courbe numéro 1. Je vais reprendre, hop, la même courbe, ou en tout cas une courbe similaire dans l'esprit, et vous voyez que j'accentue le phénomène. Je l'accentue et regardez attentivement, j'ai contrasté encore plus, j'ai réchauffé encore plus, j'ai saturé encore plus, mais aussi j'ai décalé encore plus mes couleurs. Vous voyez que mes fleurs qui étaient plutôt dans des tons jaunes sont passées au vert. Si maintenant j'utilise mixage, saturation et valeur, vous voyez que je commence à restreindre ceci et je fais claquer ma luminance. Vous voyez que les modes entre eux peuvent se contrarier. Si j'utilise luminance, vous voyez que là encore j'ai un autre comportement sur le décalage des couleurs. Et si je passe en perceptuel, là, vous voyez que je suis resté relativement stable sur mes jaunes et sur mes verts, mais j'ai rehaussé mes coquelicots rouges qui ne se voyaient pas à l'instant dans mixage, saturation et valeur, ou en tout cas pas autant. Je peux donc utiliser cette courbe numéro 2 soit pour balancer un réglage en deux parties, augmenter ou réduire quelque chose de trop fougueux dans la courbe tonale numéro 1 avec la courbe tonale numéro 2, ou bien encore me servir des modes pour contrarier
le mode de la courbe du dessus afin de gérer au mieux mes décalages de couleurs. Faites donc vos propres observations et vous verrez que très rapidement, visuellement, vous obtiendrez assez rapidement des repères. Une fois que vous aurez ces repères, une fois que vous saurez exactement comment se comportent les courbes et ce à quoi vous attendre, à ce moment-là, je le redis, retournez dans l'aide, lisez les explications et confrontez-les à votre propre expérience. Vous verrez que très certainement vous y verrez plus clair, ou bien que le dernier petit coup de serpette que vous mettrez sur vos doutes permettra de les dissiper. Nous sommes ici dans le module exposition, dans un module relativement orienté RVB. Ces courbes, même si elles ont leurs particularités, s'inscrivent parfaitement, en tout cas dans leur première partie, dans ce module. En revanche, si je descends dans mes fameux ajustements là, vous vous souvenez, nous avions travaillé sur ces curseurs et sur ces petits items-là, nous trouvons en bas différentes courbes qui, elles, sont carrément orientées lab et exclusivement lab. Ça, nous en reparlons tout de suite. Tout en bas de notre module ajustement lab, nous allons trouver des outils lab et exclusivement lab, des courbes et deux types de courbes qui vont vous permettre de bénéficier de tous les avantages de cet espace de couleurs. Souvenez-vous, on ne mélange pas les serviettes et les torchons, la luminance est à part des courbes de chromacité et courbes de couleurs, donc un meilleur contrôle, une plus grande progressivité, une plus grande souplesse et un impact moindre sur les décalages de couleurs. Vous avez donc à votre disposition tout un pack de différentes courbes. Vous avez bien sûr la traditionnelle courbe L, A et B, donc pour les trois canaux du lab, la luminance, le jaune vers le bleu, le magenta vers le vert, et puis bien entendu 6 autres petites courbes qui, selon celle que l'on choisira, variera en mode. Ainsi nous avons différentes lettres pour identifier ces blocs. Ces lettres sont absolument géniales car elles vous permettent d'agir sur votre image de façon très intuitive. LT signifie luminance en fonction de la teinte, ici chromacité en fonction de la teinte en fonction de la teinte, la chromacité en fonction de la chromacité, la luminance en fonction de la chromacité et la chromacité en fonction de la luminance. Petite observation, si je veux faire une rehausse du contraste juste sur la luminance, je vais sélectionner une courbe classique que j'avais déjà traficotée, mais je vais la remettre à 0. Voilà, je vais faire une petite courbe en S. Vous voyez que je touche, grâce aux avantages de la lab, au contraste de l'image, sans ni décaler, ni sursaturer, ni trop toucher les couleurs. Vous voyez, c'est très progressif, très fin, comparé à notre mode standard que nous avions vu tout à l'heure dans le module exposition. Je remets à 0. Si maintenant je sélectionne, par exemple, le chromacité en fonction de la teinte, je vais sélectionner un autre mode de courbe. Vous voyez, c'est une courbe en point de contrôle. Ici, nous avons une échelle de couleurs. En fonction de l'échelle du point de couleur que nous allons choisir, nous allons cibler l'impact de notre réglage. Si par exemple je veux rehausser la chromacité de mes coquelicots et pratiquement juste de mes coquelicots, je vais me concentrer sur le rouge, pincer, élever et regarder ce qu'il se produit. Hop, je rehausse le rouge de mes coquelicots sans toucher au vert, au blanc, au bleu dans le ciel, bref, je ne touche qu'à cette couleur. Attention cependant, je touche le rouge, je touche tous les rouges. Si je pousse mon réglage, vous voyez que mes coquelicots sont dopés, mes coquelicots et aussi la peau de cette jeune fille. Donc faites très attention, lorsque vous faites des retouches, que ceci ne s'égare pas trop. Si je redescends, vous voyez que, hop, je baisse les coquelicots, mais je rends la peau aussi plus pâle, jusqu'à grise. Vous voyez? Hop, hop. Nous avons donc, sur notre image, grâce à ces points de contrôle, une maîtrise parfaite de ce que nous voulons faire en fonction des priorités qui sont les nôtres. Là, la priorité était la chromacité, j'ai donc choisi tout naturellement la courbe CT. Mais je pourrais rajouter de la luminance dans les coquelicots et me dire que par exemple, je voudrais que tout ce qui est rouge soit plus lumineux. Je vais donc changer de courbe, prendre ma courbe de point de contrôle et vous voyez, je viens de faire un petit essai, mes coquelicots sont complètement dopés en luminance et changent de couleur. Mais attention, là encore, vous voyez que le visage, lui aussi, a ramassé. Vous devrez donc être très prudent dans vos modifications. Si dans l'autre sens, je descends, vous voyez que je peux assombrir de façon très significative mes coquelicots, mais de la même manière, si j'assombris mes coquelicots, j'assombris le visage. Sympa pour bronzer gratuitement. Donc, il faudra être très mesuré, mais sachez qu'en lab, l'effet est moindre, car si une telle chose avait dû être faite en RVB, je ne vous explique pas l'impact que cela aurait eu. Vous l'aurez compris,
Vous choisissez votre priorité, vous choisissez votre cible et vous appliquez votre courbe. Génial, non? Puisque je parle de courbe, il existe une autre catégorie de courbes, très connue elle aussi, très répandue elle aussi, les courbes essentielles dans un logiciel comme Rotherapy, les courbes RVB. A tout de suite. Dans le tiroir de la couleur, je vais trouver un module qui s'appelle courbe RVB. Comme son nom l'indique, ce module va vous permettre d'intervenir sur chaque courbe indépendamment les unes des autres du mode RVB. La rouge, la verte et la bleue. Elle vous propose une petite option très sympathique, c'est de n'agir que sur la luminosité de ces canaux. Ainsi, si je sélectionne le mode luminosité et que je viens chercher une courbe personnalisée dans les rouges, j'ai déjà fait un petit peu joujou, si je pousse, vous voyez que j'ai tendance à envoyer de la luminosité dans les rouges et donc principalement sur la peau et sur les coquelicots. Vous voyez? Hop. Dans l'autre sens, bien entendu, je vais faire le contraire, je vais assombrir plutôt les rouges, y compris les tons chers. Ce qui est valable pour le rouge sera valable bien entendu pour le vert, nous avons énormément de verdure derrière. Je suis en mode luminosité, je vais pouvoir doper, éclaircir tout ce qui est vert, sans toucher par exemple à mes coquelicots. Voilà, vous voyez? C'est assez pratique. Le problème, c'est que ces courbes manquent énormément de précision comparée à leur petite cousine dans l'espace lab qui vous offre beaucoup plus de confort. Pour remettre une courbe à 0, je vous le disais, vous la remettez en mode feignante, linéaire, hop, celle-ci se remet à 0. J'ai encore ma courbe verte qui est activée, je la recoupe avec le mode linéaire. Si maintenant je coupe la luminosité, je vais pouvoir par exemple intervenir sur la couleur cette fois-ci de mes tons. Ainsi, si je reprends mon exemple des rouges, je vais pouvoir, hop, en abaissant la courbe des rouges, baisser les rouges, mais vous verrez que très rapidement, j'interviendrai énormément sur l'image, car en mode RVB, vous savez que les couleurs sont mélangées entre elles, et donc l'impact est plus important au niveau de la chromacité. Vous voyez que je crée des décalages de couleurs, hop, sur à peu près toute mon image. Nous n'avons pas la même précision, la même souplesse que pour les modes lab. Si je veux descendre par exemple la tonalité générale de mes rouges, je vais pouvoir le baisser par ici, vous voyez, je baisse, je baisse, je baisse, je baisse, oui, mais je baisse aussi la tonalité générale de l'image. Je ne suis pas aussi précis que l'outil cache de contrôle du lab que nous avons touché tout à l'heure. Très pratique ces courbes RVB lorsque vous voulez faire un peu des virages partiels, c'est-à-dire travailler hop, sur différentes courbes pour essayer d'obtenir des résultats un peu originaux, type hop, virage partiel. Vous voyez, on peut obtenir hop là, des effets assez pop art, rigolos, grâce au trafic de ces courbes. Rien ne vous empêche de combiner bien entendu les courbes RVB et les courbes lab. Vous voyez le résultat, c'est assez rigolo. Nous avons des teintes mauves, roses, que nous pouvons trafiquer dans tous les sens. Bien entendu, vous pouvez rajouter encore une courbe de vert et venir mettre un peu plus de bazar dans votre colorimétrie et obtenir des résultats plutôt rigolos. Si je baisse la chromaticité générale de cette image, j'aurai une image plutôt originale, plutôt pop. Vous voyez que les courbes RVB peuvent avoir leur intérêt. Donc on récapitule, si vous voulez toucher les couleurs du mode RVB, vous décochez cette option. Si en revanche vous voulez doper la luminosité ou la baisser sur un canal en particulier, vous activez cette petite coche et ensuite vos courbes agiront uniquement sur la luminosité du canal que vous aurez choisi. A tout de suite. Nous continuons la découverte de modules qui vont vous servir, qui vont vous être très utiles à améliorer l'exposition et la tonalité générale de votre image. Je vous propose de regarder aujourd'hui l'élimination de la brume ainsi que la lumière douce. L'élimination de la brume, comme son nom l'indique, est un module qui va casser les voiles ternes dans les images. On le retrouve très souvent dans les photos de montagne. Ou bien encore, comme c'est le cas pour cette photo, dans une photographie qui n'a pas de courbe de base et qui est donc relativement terne, comme le sont généralement les RAW lorsqu'ils rentrent dans Rotherapy. La lumière douce fait à peu près la même chose, mais de façon plus progressive. La lumière douce est un mode de fusion que l'on retrouve dans les masques de Darktable, de GIMP, de Photoshop. C'est quelque chose de très connu. Lorsque l'on l'applique, en fait, il crée une sorte de copie avec un mode de fusion qui adoucit l'aspect général de l'image pour le rendre un peu plus doux, un peu plus bucolique, un peu sympa.
Donc si je l'active, clic, vous voyez qu'instantanément, un peu de voie alterne a été cassé et on constate un adoucissement général de l'image. On constate un adoucissement général de l'image, mais aussi une poussée de la saturation. Nous n'avons à notre disposition qu'un curseur de force. C'est un module qui est très simple à utiliser, donc très facile à visiter. Vous voyez que si je pousse l'effet, j'augmente la douceur de l'image, mais j'augmente aussi la saturation. Donc je vous conseille d'utiliser ce module de la manière suivante. Faites un petit essai, faites un avant-après, et essayez de chercher un bon compromis entre la douceur de l'image et la saturation. Le module élimination de la brume fait à peu près la même chose, mais de façon beaucoup plus massive, beaucoup plus violente, car son rôle, je vous le rappelle, est de casser les voiles ternes sur les images. Vous avez à votre disposition un curseur de force qui va régler donc justement la force, l'impact de cette élimination de la brume, mais aussi un curseur de profondeur qui va déterminer d'où va partir votre élimination de la brume et jusqu'où elle va aller. Pour vous aider à essayer d'estimer la profondeur, nous avons à notre disposition cette petite case à cocher qui va afficher un masque de gris, une carte de profondeur qui va vous permettre d'identifier quelle est la zone d'impact du module. Si je l'active, vous voyez, c'est instantané, plus de brume sur l'image, plus de brume, mais une saturation vraiment dopée. Si je clique sur montrer la carte de la profondeur, je vois que ma profondeur se situe à peu près ici. Vous voyez que si je la réduis, je vais me retrouver plutôt sur la jeune fille et l'arrière-plan sera moins impacté, tandis que bien entendu, si je le pousse vers la droite, je vais étendre mon réglage. Ceci se rapproche assez de l'amplitude tonale dans les ombres et les hautes lumières. Je vais décocher et vous voyez que si je pousse mon curseur de force, je peux encore réduire, et ce de plus en plus loin, vous voyez, l'élimination de la brume, sauf que j'ai dopé la luminosité générale, la chromacité générale de mon image, j'ai poussé la saturation et décalé mes tons. Puisque je suis dans ce cas de figure, revenons à nos petites courbes RVB et faisons une petite courbe des verts en mode luminosité pour essayer de calmer tout cela. Je vais prendre un mode personnalisé, hop, que je vais remettre à 0, et je vais pousser la luminosité de mes verts, histoire d'améliorer tout cela, bien entendu, si je l'active. Voilà, je vais pousser un peu mes verts, et vous voyez que je calme un peu l'effet de mon module élimination de la brume. Avant, après. J'ai gardé, regardez, un bon contraste sur la jeune fille, mais j'ai, comment dirais-je, égalisé la luminosité dans les verts qui était un petit peu trop réchauffée par cet effet de contraste provoqué par la lumière, par l'élimination de la brume. Regardez, avant, après. Pas mal, non? Vous voyez que l'on peut faire travailler ensemble les différents modules. Reste à savoir le problème à identifier et le bon outil à utiliser pour obtenir le résultat que vous voulez. Je vais vous en montrer encore deux petits et ensuite on passera à des démonstrations qui seront, je l'espère, beaucoup plus parlantes. A tout de suite. Le mode TSV est une sorte de réinterprétation du mode RVB en teinte, saturation, valeur. Il est lui aussi plutôt orienté hardware et c'est un mode qui est plutôt intuitif. On va agir donc soit sur la teinte, soit sur la saturation, soit sur la valeur. C'est assez facile à prendre en main et parfois lorsque l'on veut corriger un paramètre sur une image, il convient de venir sur ce module car l'approche qu'il vous propose est assez donc intuitive. Elle est assez parlante, vous allez le voir, c'est très facile. Si j'active mon module égaliteur TSV, si par exemple je veux augmenter la saturation de ce rouge, je vais me rendre naturellement sur saturation puisque c'est parlant. Je me retrouve avec mes points de contrôle, je vais aller chercher mon rouge et pousser mon réglage et vous voyez que mon rouge progresse. Il progresse sur ce drapeau, mais il progresse aussi sur les tons chers, de façon quand même moins violente que ne le ferait le RVB. Si je veux agir plutôt sur le claquant, la luminosité de la couleur, à ce moment-là, je vais prendre sa valeur, toujours avec mes points de contrôle, toujours sur mon rouge, et vous voyez que, hop, je viens intervenir doucement sur mes rouges. Regardez. Hop, je peux ainsi les faire varier très facilement et de façon très progressive. En ce qui concerne la teinte, c'est plus violent, bien entendu, puisque à partir d'un point de départ de couleur, il va dévier la teinte générale de celle-ci et donc agir de façon assez cavalière sur cette couleur. Si je prends mon rouge, toujours en exemple, et que je pousse, vous voyez que je le transforme en vert et que je fais varier tout ce qui de près ou de loin ressemble à du ton rouge. Donc les tons chers, la brique
de ce mur, bref, tout ce qui est rouge. Hop, je vais tâcher de redescendre, voilà. Vous voyez que là j'ai créé un deuxième point sans le vouloir. J'ai fait un petit peu de bêtises, voilà, je n'avais pas chopé le bon. Donc nous avions du rouge ici, nous en avions sur les tons chers, et nous avions bien entendu dans les briques du rouge, et donc la totalité de ce qui était rouge à ramasser. Vous pouvez là encore vous servir de notre petit curseur qui vient chercher les tons qui vont bien. Si par exemple je prends un point sur le mur, vous voyez qu'il me l'a trouvé ici. Si j'agis sur la teinte de ce bleu, vous voyez que hop, je le fais bouger de façon assez facile. Je transforme mon beau ciel en mauve, très sympa, un outil très intuitif. Le deuxième module que je voudrais vous montrer, hop, c'est le module compression de la plage dynamique. Mais pour cela, je vais changer d'image afin de vous rappeler quelques petits souvenirs. Souvenez-vous de cette image, c'est l'image que nous avions utilisée pour les ombres et les hautes lumières. Nous avons donc sur cette image un écart assez important entre cette zone et celle-ci. La différence entre les zones les plus sombres et les zones les plus claires d'une image s'appelle la plage dynamique. Voilà. C'est valable aussi pour ce que vous voyez à l'extérieur, c'est donc l'écart qu'il y a entre les tons les plus sombres et les tons les plus clairs. Vous voyez que notre histogramme est toujours claquant à droite, bien écrasé, donc il faut rééquilibrer tout ça. La compression de la plage dynamique va faire un travail de compression dans un sens et dans l'autre, il va donc réduire et les hautes lumières et les basses lumières en même temps, les comprimer pour vous donner plus de champ. Regardez notre ciel toujours. J'active mon module, hop, vous voyez que mon histogramme s'est complètement écrasé, nous avons compressé les hautes lumières et nous avons fait cela en une seule et même opération. Il en résulte les mêmes problèmes que nous avions la dernière fois avec la compression des hautes lumières. Nous avons, en règle générale, délavé notre image. Un curseur de quantité qui va accentuer ou réduire le phénomène, bien entendu, plus je compresse ma plage dynamique, plus je vais en quelque sorte délaver mon image. Je vais donc choisir, hop, un paramètre à peu près équilibré et vous voyez, essayer de garder mon histogramme encadré et de laisser le module me filer un petit coup de main à récupérer des informations, surtout dans les tons clairs. Vous voyez que le ciel avant, après, a quand même été pas mal calmé grâce à ce compresseur automatique. Le détail, lui, selon l'endroit où on se trouve, va venir resserrer le phénomène et récupérer donc du détail dans les hautes ou dans les basses lumières. Vous voyez que mon histogramme se déplace, se comprime, et je peux ainsi moduler cette compression. Enfin, un curseur d'encre, je vais soit me concentrer vers les hautes lumières, soit me concentrer vers les ombres. Si je pousse vers les hautes lumières, vous voyez que je décale mon histogramme vers la droite, donc je fais rentrer le robinet des hautes lumières, je rééquilibre vers la droite mon histogramme, tandis que si je me déplace vers la gauche, vous voyez que j'ai tendance à me rapprocher des ombres. Je peux ainsi encadrer ma compression avant de la reprendre avec les outils conventionnels, les ombres, les hautes lumières, l'exposition, bref, tous les modules que je vous avais montrés lorsque nous avions traité cette image. Nous venons donc de balayer les outils de concours à ceux que je vous avais déjà montrés dans la première partie. Nous avons donc à notre disposition une véritable force de frappe sur la couleur, sur la luminosité, sur le contraste, sur les hautes et sur les basses lumières. Bref, nous avons tout ce qu'il nous faut pour venir dompter les images les plus récalcitrantes. Allez, nous allons nous amuser à faire quelques petites retouches d'exposition sur différentes images, histoire que tout cela soit plus parlant et que l'on fasse travailler tous les outils ensemble. A tout de suite. Nous allons donc faire quelques petites retouches sur cette image. Vous voyez que nous sommes face à un fichier RAW qui a le problème de courbe de base dont je vous parlais, donc un aspect relativement délavé. On a une petite sous-ex en partie centrale. Bref, c'est pas terrible du tout. On va devoir rehausser tout ça grâce à tous les outils de concours. Je vais me rendre, hop, dans les calculs de courbe tonale suivant aperçus. Je vais rester en mode film et vous voyez qu'instantanément ça va beaucoup mieux. On va améliorer, hop, la balance des blancs en venant piquer l'œil du garçon. Je prends un petit peu de recul toujours. Hein. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais remonter légèrement mon exposition parce que je trouve qu'on est un petit peu faiblard. Voilà. Voilà qui est fait. Ça va déjà mieux. Regarde les tons chers, rien de très grave.
On va activer nos petits curseurs, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de petites hautes lumières qui bavent partout. On va donc reconstruire tout cela avec la propagation de la couleur, nous servir de notre compresseur de haute lumière et venir faire un petit peu le ménage sur ces petites pointes de haute lumière disgracieuses. Voilà, pas trop. De toute manière, on n'est pas à une petite crête près. On va descendre donc hop, sur nos ombres et nos hautes lumières. On va pousser hop, la récupération de détails. Pas plus, repousser un petit peu nos ombres. Bon bah voilà, on est plutôt pas mal. On a donc une première courbe qui est en similaire film. Je vais utiliser la deuxième courbe en personnalisé, mais cette fois-ci je vais prendre le mode perceptuel, voilà. Je vais pouvoir contrarier l'aspect un peu coloré, donc je vais couper, hop, plutôt dans les hautes lumières, la luminosité. Voilà. Le mode perceptuel me donne beaucoup de progressivité, et puis je vais peut-être un peu arrondir. Non, peut-être même pas, voilà. Hop, on essaye de déboucher légèrement ce qu'il y a dans les ombres et couper. J'ai utilisé le mode perceptuel, mais j'aurais très bien pu tenter un standard pondéré, voire un standard. Non, bah écoutez, perceptuel c'est plutôt pas mal, on est relativement fin. Je vais laisser comme ça. Voilà. Donc globalement maintenant cette image manque un peu de contraste. Je vais utiliser le contraste RVB qui va avoir tendance à réchauffer, surtout mes tons chers qui sont plutôt un peu pâles. Voilà, je vais pousser hop, un peu mon contraste. Vous voyez qu'instantanément, hop, je réchauffe mes tons chers. Je vais pouvoir utiliser un petit coup de lumière douce. Voilà, vous voyez qu'on est plutôt sympa. Je pense qu'avec les courbes RVB en mode luminosité, on va pouvoir aller attaquer nos verts et les réduire légèrement. Allez, on va peut-être un peu éclaircir un poil, voilà, pas plus. Le vert qui était à l'extérieur. Je suis plutôt pas mal, écoutez, on est plutôt bien. On va pouvoir se rajouter un petit coup de netteté maintenant parce que voilà, l'image n'est pas très précise. On est à 100%. J'active mon module. Je pousse mon curseur de rayon histoire de resserrer. Je pousse un peu ma quantité. Voilà, je viens chercher ce qui m'intéresse. J'ai quelques petites bavures que je vais contrarier avec améliorer ça dans les bords. Voilà qui est fait. Et je peux éventuellement réduire le seuil de contraste pour faire entrer plus de choses. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va donner un petit côté intimiste à cette image en utilisant un peu de vignettage. Voilà, hop, filtre vignettage, nous allons l'activer. Vous voyez que instantanément, je viens réchauffer la périphérie. Regardez, avant, après. Je donne un côté très chaleureux. Peut-être qu'en poussant un peu la force de mon réglage et en gérant un peu l'étendue, je vais pouvoir, hop, arranger tout ça, je regarde. Ouais, c'est très sympa comme effet. Ça mériterait une petite amélioration dans le cœur. Là, je vais revenir sur mes ajustements lab, les allumer, et je vais venir chercher une petite courbe de luminance juste pour m'occuper surtout du visage de ce garçon que je trouve un petit peu en retrait. Je vais donc chercher mon point ici. Je vais faire un contrôle clic gauche maintenu, hop, et je vais rehausser juste le visage. Voilà, pas plus. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hop. Il ne me reste plus qu'à faire un petit recadrage savant. Hop. Voilà, on va utiliser un mode 16/9 histoire d'avoir un format un peu horizontal. On va essayer peut-être une petite règle des tiers. Est-ce que ça donne quelque chose? Peut-être les harmoniques. Hop. Voilà. On va faire un petit shift. On va déplacer. On va mettre le visage au cœur des harmoniques et essayer de mettre les coudes. Voilà, dans l'alignement, enfin l'avant-bras dans l'alignement. Allez, on va rester comme ça. On va faire un petit coup de F. Et ma foi, on est plutôt pas mal. On va enregistrer notre image. Hop, dans mon petit répertoire, je vais prendre une qualité 100%. Je clique sur OK. Et c'est parti.
Voilà, on a entendu le petit bip, enfin je ne sais pas si vous l'avez entendu, je vais donc chercher ma petite image, la voilà, hop, un petit coup de grand écran, on a une bonne netteté, une image qui est bien équilibrée, on a l'aspect bien réchauffé grâce au vignettage, bah, écoutez c'est plutôt pas mal. Allez, on se rejoint pour une deuxième image, à tout de suite. Nous continuons nos petites retouches freestyle avec cette image, vous voyez que nous avons ce petit problème récurrent de courbe de base, on voit bien la vignette parfaitement équilibrée, tandis que le RAW, lui, est beaucoup plus terne. Nous allons donc pallier à cela. Nous aurions pu nous y prendre de bien des manières, par exemple en utilisant directement l'élimination de la brume. Vous voyez que instantanément la brume, le voile terne sur l'image est levé, mais nous avons bien entendu un réchauffement général de l'image, une augmentation de la saturation, on le voit ici. Donc c'est une des pistes. Il vous faudra, si vous utilisez celle-ci en premier, descendre bien entendu la chromacité de votre image afin de la rééquilibrer. Nous allons prendre un traitement plus classique, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, histoire de bien nous imprégner pardon, de cette mécanique de retouche. Nous allons cliquer suivant aperçu avec le similaire film. Vous voyez que là nous avons une rehausse très importante de l'image, nous avons des tons bien claquants et nous sommes très proches du JPEG. En revanche, nous avons bien entendu avec cet équilibrage des poussées de haute lumière et d'ombre que l'on voit apparaître grâce aux témoins. Nous avons donc plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Au lieu d'attaquer le problème par les hautes et basses lumières dans le module exposition, je vais vous montrer comment le profil de compression de plage dynamique peut bien aider dans ces cas-là. Si je clique dessus, je l'active et vous voyez qu'instantanément il m'a nettoyé ces problèmes d'écart entre des tons trop sombres et des tons trop clairs. Nous avons récupéré des détails dans le ciel et vous voyez que globalement en 2 clics, mon image est rééquilibrée. Bien sûr, il reste quelques petites crêtes par-ci par-là, il ne me reste plus maintenant qu'à faire un travail un peu plus chirurgical et de venir petit à petit peaufiner mon image, mais vous voyez que globalement, en 2 clics, celle-ci va déjà beaucoup mieux. Je vais donc reconstruire mes hautes lumières, toujours en utilisant le mode propagation de la couleur parce que c'est le plus efficace, hein, on s'en souvient. Je vais compresser un petit peu les hautes lumières histoire de récupérer un peu de gain dans la partie haute de mon histogramme. Je peux rajouter aussi, c'est tout bête mais ça marche assez bien, un tout petit peu de noir. Hop. Et puis l'équilibrer ce noir avec la compression des ombres, juste pour récupérer un contraste un peu plus fort. La conséquence, bien entendu, c'est un peu plus d'ombre bouchée. Nous allons le gérer avec les hautes et les basses lumières, ici. Je vais rester cette fois-ci en mode lab, histoire d'être un petit peu moins violent, et je vais récupérer voilà, un petit peu de détail dans mes hautes lumières, on le voit dans le ciel, et déboucher légèrement les ombres que j'ai peut-être poussées avec le noir. On voit ici un témoin dans la chevelure qui nous indique que certaines zones nous embêtent, voilà qui est fait. Hop, l'amplitude tonale des ombres, nous allons un peu l'ouvrir légèrement pour dégager un petit peu de champ, et ouvrir le rayon pour diffuser un peu plus. Voilà globalement une image plutôt bien équilibrée, on a encore quelques petites crêtes sur le rouge, pardon. Ça n'a pas de grande importance, nous allons donc ouvrir nos ajustements lab, hop, pousser un petit peu nos contrastes, et maintenant on va, comme d'habitude, essayer d'améliorer un peu l'image. On va contraster celle-ci, remettre un petit peu de chromacité, voilà, juste une pointe. Je rajouterai à cela, bien entendu, un petit coup de lumière douce qui convient très bien à ce genre d'image. Vous voyez que, hop, nous avons un petit aspect un peu bucolique. Cependant, la force du réglage est peut-être un peu fort. Je vais donc, hop, baisser celui-ci afin d'avoir un truc qui n'est pas trop important. Voilà. On fait un petit essai avant, après. Vous voyez que j'ai juste regardé sur l'herbe, amélioré le rendu général de l'image. Nous sommes beaucoup plus précis dans la chromacité. Bref, tout va bien. Je retourne dans mes petits ajustements lab. Je vais refaire une petite courbe de luminosité en fonction de la teinte. Vous voyez que je vais un peu éclaircir ce rouge. Je vais prendre mes points de contrôle, sélectionner mon rouge. Je vais donc rajouter la luminosité en fonction de la teinte. Je vais prendre, hop, mon petit point. Je monte légèrement. Voilà, hop. Ici. Voilà, pas trop, juste pour qu'il soit un petit peu claquant. Je vais pouvoir maintenant, grâce à l'égaliseur TSV, essayer de casser un peu la valeur du rouge. Je reprends toujours mon rouge parce que le rouge ramasse énormément dans les hautes lumières. Je vais baisser légèrement sa valeur, voilà, histoire de lui donner un petit peu de rondeur. Hop. Et baisser peut-être un peu
sa saturation. Voilà qui est fait, c'est plutôt pas mal. Dans les courbes RVB, j'aurais très bien pu aussi, en mode luminosité, retravailler un peu ce rouge. Ici, je vais donc aller chercher un point par là, avec mon contrôle-clic, et puis peut-être un peu faire des tests pour voir comment tout cela se comporte. Voilà, là on a un rouge. On a un rouge beaucoup plus présent. Vous voyez que j'ai simplement légèrement infléchi ma courbe, et on a quelque chose de vraiment très profond dans les rouges. Moi, j'aime beaucoup. Donc on a quand même encore quelques petites pointes de haute lumière. Nous allons les compresser. Hop. Peut-être, faut pas non plus s'acharner, ça ne sert à rien. Bon, bah écoutez, on m'a l'air plutôt pas mal. Je trouve que cette photo manque un poil de luminosité. Je vais plutôt utiliser la luminosité dans les courbes lab. Hop, voilà. J'avais la possibilité de me servir de ma courbe tonale 2 en prenant une personnalisée, toujours en mode similaire film, et aller chercher quelques petits points par-ci par-là qui m'intéresseraient. Je pourrais un peu rehausser mes ombres, arrondir un peu mes hautes lumières. Bah, ça m'a l'air plutôt pas mal, ouais, c'est bien. Hop. Allez. On est juste en dessous du seuil, c'est très bien. On peut rajouter un petit peu de netteté à cette image. On pousse le rayon, comme d'hab. Hein. On va pousser à 100% histoire qu'on voit ce qu'on fait. Ah, ma souris lag. Voilà, tire 200%. On pousse le rayon. Hop, histoire de resserrer le truc. Un peu de quantité. Voilà, juste une pointe. Et l'amélioration des bords. On a ensuite plus de liberté pour venir peaufiner notre réglage. Un petit coup de masque de contraste de focus. Je ne sais pas si... Oui, finalement, peut-être juste sur les yeux, ça me permettra de pouvoir pousser un peu mon réglage et d'être un petit peu plus précis sur les yeux. Voilà. Hop, voilà, c'est bien. Petit contrôle du halo. Vous voyez que ici, sur le côté, ça bavait légèrement. On va peut-être un peu fermer le réglage. Voilà. Hop. Ouais, pas plus. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai un vignettage naturel de l'objectif. Je pourrais bien entendu le déboucher, mais je vais l'accentuer parce que j'aime bien ça. Donc je vais récupérer mon module de vignettage. Ici, je l'active. Voilà, ça réchauffe tout de suite. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le vignettage. Je me sens un petit peu honteux, mais bon. Généralement, c'est un défaut chez moi. C'est une qualité. La circularité est pas mal. Non, là, hop. Voilà. Hop. Bah écoutez, j'aime plutôt ça. Voilà. Vous voyez qu'avec les outils que Rothérapie propose, les outils un petit peu chirurgicaux, on peut aller chercher nos tonalités, notre luminosité là où on l'entend. C'est plutôt intuitif, mais ça demande un petit peu de pratique. Voilà, il faut juste balayer les outils, s'imprégner de notions et faire des tas d'essais jusqu'à ce qu'on soit un petit peu à l'aise. J'aurais très bien pu déboucher un peu le visage de cette jeune femme. Voilà, globalement, c'est l'image que j'aurais voulu avoir. On a récupéré des détails dans le ciel, un peu de bleu. Vous voyez que Rothérapie s'en sort plutôt bien. Allez, on se retrouve pour la conclue de ce tuto. A tout de suite. Nous venons de vivre 2 tutos très riches en informations. Difficile de se dédouaner de ces explications lorsque l'on veut maîtriser en connaissance de cause les outils que Rothérapie propose, mais en règle générale, les outils que propose ce type de logiciel. Ce sont en effet ces concepts, ces généralités qui vont influencer vos choix de retouches dans vos images. Vous devrez donc digérer tout cela. Je comprends que c'était peut-être un peu fort de café, un peu lourd, mais revenez calmement à tête reposée sur tous ces concepts, imprégnez-vous-en et ensuite servez-vous de ces connaissances pour influencer vos choix dans vos retouches. Vous aurez remarqué que Rothérapie vous propose beaucoup d'outils qui peuvent parfois présenter certaines redondances. Nous l'avons vu avec le travail sur les ombres, les hautes lumières et la compression tonale, mais nous l'avons vu aussi avec le module TSV, les courbes RVB, etc., etc., etc. Certains outils vous proposeront une approche avec laquelle vous serez peut-être plus à l'aise, donc privilégiez plutôt les outils avec lesquels vous êtes bien. Si
vous souhaitez obtenir un résultat et que vous pouvez l'obtenir de la même manière avec tel ou tel module, utilisez plutôt le module avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Je vous rappelle enfin que j'ai créé un espace, un Mattermost sur Framatime pour réunir la communauté afin que vous puissiez échanger entre vous sur le logiciel, mais aussi sur la retouche, sur les images, sur les objectifs, sur un petit peu tout ce qui concerne votre vie de photographe et votre vie de rothérapeute. Je laisserai bien entendu le lien de cette petite team dans la description de cette vidéo. Nous avons donc vu l'import, le marquage, le triage, la retouche, la netteté, le recadrage. Nous avons vu plein de choses, mais nous n'avons pas vu un élément très important de votre workflow qui viendra clore le cortège, j'ai nommé le bruit. Dans le prochain épisode de la chaîne, nous allons nous attaquer au bruit dans Rothérapie et vous allez voir que dans ce domaine, il y a des tas de choses à faire, des tas de choses à apprendre. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 5. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Kérafif. Et comme d'hab, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. Et surtout, venez nous rejoindre sur le Mattermost rothérapie.fr. À bientôt, salut, bye bye.